Bonjour à tous, nous sommes avec Marie-Josée Mondzin qui est philosophe, et philosophe en particulier spécialiste longtemps des images. On peut dire que les iconoclastes n'ont aucun secret pour vous, Marie-Josée Mondzin. On lui garde des secrets. Et vous venez de publier dans cette maison d'édition Les liens qui libèrent. Voilà, on ne maison peut pas d'édition trouver plus joli titre. Magnifique, hein, à la fois, oui. C'est une sorte de poétique post-marxiste, c'est magnifique. Un livre, Confiscation des mots, des images et du temps. Et en vous lisant, j'ai pensé à Shakespeare. J'ai pensé au titre « La mégère apprivoisée ». J'ai trouvé que ce titre était décidément très mauvais parce qu'il ne rend pas compte, « The Taming of the Shrew », du processus. Et ce n'est pas seulement l'apprivoisement, « to tame », c'est aussi dompter, Le domptage. asservir. Et je trouve que le domptage de la mégère serait un meilleur titre et que vous, confiscation, ça a à voir précisément avec ce domptage, cette espèce de soumission, cette façon de contenir le peuple en contenant son langage, son imaginaire, puisqu'il s'agit des mots et des images. Et le du brider, temps. le museler, oui. Et je voudrais que nous commencions par un mot qui fait florès, pour de mauvaises raisons, et vous allez nous l'expliquer, c'est le mot radicalité, avec son corollaire qu'on entend très souvent, radicaliser, déradicalisation. Or, la radicalité a à voir, vous allez nous l'expliquer, avec une étymologie qui renvoie aux racines. Oui, oui, radix, la racine, mais j'ai plutôt désiré analyser le destin de ce mot pour ne pas faire du mot radical, à travers son propre radical, la racine, le mot essentiel d'un enracinement et surtout d'un enracinement originaire qui justifierait des interprétations fondamentalistes et essentialistes, mais au contraire de voir ce qui peut être à la racine de toute subjectivation, de toute construction subjective, à la racine de toute construction subjective, quelque chose de radical s'inscrit, qui est de l'ordre au contraire de la rupture, peut-être du déracinement. C'est-à-dire que pour la philosophie, puisque je suis de formation philosophique, il n'y a pas de mouvement propre de la pensée, de liberté dans ce mouvement, sans une interrogation radicale. Descartes est radical. L'entrée dans la pensée demande que l'on accepte un héritage et qu'on soit en même temps prêt à être orphelin et déshérité pour laisser poindre, laisser surgir quelque chose de nouveau, une transformation des choses, voilà. Donc c'est vrai que l'appropriation de tous les mots autour de radical, radicalisation, déradicalisation, a au contraire depuis un certain nombre d'années, qui sont liées à la situation politique, sociale et polémique et guerrière de la société occidentale, héritant du vocabulaire américain de la radicalisation, c'est de faire de ce mot, disons en tous les cas d'associer ce mot au lexique du terrorisme, de la violence et de la mort, comme si en déradicalisant on redonnait ses chances à la vie. C'est tout le contraire. Dans la radicalité, effectivement, vous sortez des ornières de l'enracinement barésien. Tout à fait. Et vous y voyez une question d'énergie, dirais-je, mais non pas comme les Américains, à savoir une sorte d'énergie maléfique à châtrer. Vous y voyez une énergie qui permet, ici et maintenant, car la révolution n'est pas une eschatologie, c'est-à-dire c'est pas les fins dernières comme chez les catholiques, ici et maintenant, un moyen de faire face. Et j'ai pensé à cette expression « faire face » que vous connaissez, Marie-Josée Mondzin, puisque
dans les années 90 de l'autre siècle, En 95. en 95, vous aviez organisé dans le pavillon de la Yougoslavie à Venise, alors que la Yougoslavie avait éclaté et était en guerre, une exposition extraordinaire qui s'appelait Faire face. Et j'ai l'impression que faire face, avec notamment la radicalité, nous sommes au cœur de votre œuvre, de votre pensée, sinon de votre action, et nous reviendrons tout à l'heure sur les actions possibles des philosophes. Voilà, en tous les cas, le faire face, qui maintenant est devenir un tenir debout, faire front. Oui, ce sont des postures qui me paraissent non seulement légitimes et normales de la part de la philosophie et de tout mouvement de la pensée, mais c'est aussi la posture qu'exige aujourd'hui l'ensemble des menaces qui nous viennent aussi bien de ceux qui sont dans la haine que de ceux qui font semblant de vouloir nous en protéger. Donc, faire face à ce duel en miroir qu'est dans leur vocabulaire, d'une part le terrorisme, de l'autre côté la police et la sécurité, faire face, c'est faire un pas de côté et regarder ce qui, du côté de ceux que l'on appelle radicaux, regarder en eux, chez eux, en les accueillant, ce qui est de l'ordre d'une énergie désirante, rêvante, qui pour l'instant tourne au cauchemar, mais pourquoi ne pas les accueillir et les écouter pour associer leur exigence de sens et d'espoir à nos propres combats. C'est-à-dire qu'il y a une réorientation de la radicalité qui est un petit peu ce que l'éditeur a mis pour une autre radicalité en sous-titre. Cette autre radicalité, c'est celle du désir de changement, c'est celle de l'énergie créatrice et c'est celle du courage de résister. Vous êtes donc pour une forme de re-radicalisation ? Je suis pour une autre radicalité, c'est-à-dire pour reconnaître dans l'énergie subjectivante. Vous savez que je me suis intéressée, j'ai voulu relire les textes de Castoriadis, qui lui parlait, il y a maintenant plus de 20 ans, d'un imaginaire radical, et qu'à ce moment-là, il convoquait cet imaginaire radical comme puissance de transformation aussi bien subjective que collective. Et j'ai voulu me réapproprier ce cheminement de Castoriadis pour en faire aussi de mon côté autre chose, parce que d'abord les temps ont changé, ce qu'il voyait venir est arrivé, mais par voie de conséquence, il faut repenser, réaménager, redistribuer le vocabulaire des forces en présence, et quitte à parler de radicalité, faire appel à ce qui est énergie désirante, énergie de transformation, courage de la résistance et hospitalité face à ce qui ne nous envahit pas, mais qui vient malgré tout modifier l'ordre dans lequel nous avons l'habitude d'évoluer. Donc c'est un plaidoyer pour l'accueil aussi. Castoriadis, nous l'avons trop oublié, il est dans ce qu'on appelle le purgatoire. Je crois qu'il est mort il y a exactement 20 ans, il est mort en 1997. C'est ça. Il était né en 1922. C'est ça. J'ouvre une petite parenthèse, mais parfois, il est bon aussi de sortir du purgatoire ce qu'il mérite. Qu'est-ce que nous devons à Castoriadis ? On lui doit d'abord les années, les longues années où socialisme ou barbarie ont réuni des esprits vifs et combatifs. Il était avec le Fort à ce moment-là. Voilà, oui, ils étaient un certain nombre qui, même sous des pseudonymes, se battaient pour faire à la fois une critique du marxisme, mais qui reste en même temps une ouverture au socialisme. Et l'expression socialisme ou barbarie, malgré tout, perd de sa force, puisqu'aujourd'hui, on a socialisme et barbarie. Donc, et barbarie. C'est-à-dire que c'est de cette façon que, sous le signe
factice du mot démocratie ont fait passer soi-disant des luttes sociales et la paix collective sous le signe de la police, de l'urgence et de la sécurité, au lieu de le faire sous le signe de l'accueil, de l'écoute et de la collaboration des forces de transformation. Voilà. Beaucoup de penseurs en marge ont coupé certains liens qui les reliaient au socialisme officiel. Et je pense à cette double image, la radicalité, nous en avons parlé, comment il faut sortir de la simple étymologie racine. Et il y a une autre image que vous aimez, vous nous en aviez parlé à Mediapart, Marie-Josée Monzin, c'est l'image de cette plante qui pousse dans les interstices sans précisément compter sur des racines qu'elle n'a quasiment pas, et qu'on appelle, je crois que c'est une plante qui est au féminin, la saxifrage. C'est ça. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Étymologiquement, ça veut dire qui casse la pierre, qui fend le béton, qui surgit entre les pavés, qui brise tout ce qui fait bloc. Et dans la mesure où le monde de ce qui pousse et donc fait partie de tout ce qui donne naissance à de la vie, j'ai envie d'associer le vocabulaire de la mise au monde, de la naissance, de ce qui pousse et de ce qui, en poussant, résiste, fracture. Et c'est ce que j'ai été amenée plusieurs fois à appeler les mouvements microsismiques. Voilà. Alors, les saxifrages sont effectivement des plantes, je les ai prises métaphoriquement. Voilà, et mon ami Gérard Paris-Clavel avait même fait un petit tampon qui s'appelait Saxifraga Politica pour associer cette image de ce qui pousse envers et contre tout et qui est en mesure de déstabiliser l'ordre établi et finalement peut-être au fil du temps, insensiblement, dans une sorte d'underground et de microsismique, de microséisme, finira bien par venir à bout de ce qui voudrait nous écraser et qui ne nous écrase pas. Microséisme soluble dans la macroéconomie, je ne ferai pas de jeu de mots, mais un certain Macron, Emmanuel Macron, un jour, vous l'avez entendu, sur une chaîne de radio, vous a confisqué, confiscation, le mot saxifrage. Il s'en est, il s'est accaparé ce mot. Oui, en s'associant à René Char, lui qui est un personnage si peu poétique et qui, sous le signe de sa jeunesse conquérante, répète les ornières d'un vieux monde. Dont il veut absolument maintenir le bétonnage et la compacité, la consistance inébranlable. Et lui qui, comme Fillon d'ailleurs, pourrait dire « vous n'avez pas d'autre alternative », voilà tout ce que nous refusons. Je dis nous au nom de tous ceux qui, comme moi, et nous sommes innombrables, je ne suis qu'une voix parmi d'autres, je témoigne pour toutes ces voix innombrables qui ne sont pas du tout prêts à abandonner le combat. Cette confiscation, on en a un exemple très connu avec le libéralisme, du moins économique, qui se repaît jusqu'à les détruire des libertés, alors que libéralisme vient de liberté, et vous faites un autre sort, et là, vous allez prendre à repousse-poil certains lecteurs de Mediapart au populisme de gauche. Oui, ça. Le populisme de gauche... c'est un oxymore. Pour vous, le populisme, personnellement, je l'ai vu en Argentine, je pense que le populisme, c'est ce qui reste à la gauche quand elle a tout perdu. Mais je crois que vous ne cédez pas, comme certaines personnes, Chantal Mouffe pour ne pas la citer, à cette espèce... C'est pas possible de se laisser aller à ce vocabulaire. Le populisme désigne bien une forme grave de la démagogie et de la façon de maltraiter la liberté de tous ceux à qui l'on s'adresse. Je sais bien que la gauche n'ayant plus grand sens,
en ce moment, populisme de gauche, c'est soit deux non-sens, soit un oxymore, mais en tous les cas, sans latéraliser les forces qui résistent, puisque ceux qui veulent prendre le pouvoir et que seul le pouvoir intéresse, que ce soit celui de l'argent ou celui des institutions, disent qu'ils ne sont plus ni de droite ni de gauche. Alors gardons encore le mot gauche et refusons toute association au populisme, c'est-à-dire de croire que si une résistance est possible, elle doit être démagogique. Ce n'est pas possible. Alors, pour que les mots conservent leur force, il faut effectivement que le mot populisme reste attaché à son histoire, c'est-à-dire à ce qui flatte le peuple de façon démagogique, qui le traite non pas en sujet autonome dans un terrain conflictuel de débat et de construction, mais au contraire dans une pensée de la masse, de l'uniformisation, du consensus. Alors c'est ça le paradoxe chez Chantal Mouffe d'ailleurs, c'est qu'à la fois elle est pour des sociétés, comme elle appelle, antagonistiques, sinon il y a du conflit, et puis tout d'un coup, la voilà qui part vers un populisme de gauche. Donc c'est dire à quel point le manque de réserve et le manque de retenue dans l'usage des mots peut tout d'un coup entraîner des gens qui sont des personnes tout à fait cultivées, mais qui sont quand même en responsabilité des mouvements qu'elles inspirent ou qu'ils inspirent. Il faut faire attention. C'est pas acceptable de dire une chose comme ça. Donc les oxymores, vous savez, ça a été un des objets de ce livre. Hein. C'est faire dire à un mot ou à un couple de mots le contraire de ce que le sens profond devrait continuer à soutenir. Néanmoins, ceux qui cherchent une sorte de moteur à explosion qui s'incarne souvent dans l'homme providentiel, fut-il à gauche, ces gens-là agissent au nom d'une forme d'efficacité. Et vous renvoient dans vos marges en disant c'est bien beau de rêver, d'être plein d'énergie, etc. Mais il y a un moment où il faut songer au pouvoir et aux transformations nécessaires. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds que chacun à sa place fait ce qu'il sait faire le mieux possible en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. Il est évident que ceux qui s'adressent, je dirais, de la façon la plus universelle qui soit, en termes de transformation du monde, de création et de radicalité transformatrice, ce sont les artistes. Ce sont eux qui, en principe, s'adressent à tous, sans exception, dans un régime, disons, d'universalité. Les philosophes utilisent ce qu'ils savent utiliser, la parole. Et donc, moi, par exemple, je vais me dire qu'est-ce que je fais avec les ressources qui sont les miennes face à ceux à qui je m'adresse et qu'est-ce que je partage et de quelle façon je vais les écouter de telle sorte que ma propre prise de parole ou mon propre usage du langage à l'écoute de ceux à qui je m'adresse va aussi se déplacer peu à peu pour reconstruire sans cesse le terrain du débat. Quand je dis dans ce livre que la lutte n'est jamais finale, à cause évidemment la référence au chant révolutionnaire de la lutte finale, c'est pour insister sur le fait qu'à tout instant, chacun de nous, en tous les cas, ou sinon à tout instant, dans tous les moments de production, de création, de travail, que ce soit en enseignant dans une maternelle, en faisant la cuisine, ou en parlant dans une salle de cours, ou en œuvrant dans un champ plus social, chacun est en mesure d'agir et de répondre de ce qu'il fait. Et répondre de ce qu'il fait, c'est reconnaître dans celui pour qui on travaille, à qui on s'adresse, qu'il y a là un régime de liberté, de désir de liberté, qui est prêt à naître, à s'exprimer et à prendre aussi sa place à son tour. Donc,
montrer des images, c'est donner la parole. S'adresser, c'est écouter. C'est toute cette façon-là que j'ai de penser l'action de chacun de nous à la place qu'il occupe et dans l'accueil de l'autre. Et quand je dis dans l'accueil de l'autre, c'est pour aussi, puisque je dis qu'il faut accueillir tout ce qui arrive, c'est que je pense non seulement à la critique de la radicalité telle qu'elle est perversement employée par le pouvoir et de la déradicalisation qui est en échec, comme chacun le reconnaît maintenant, mais c'est aussi par rapport à l'émigration, par rapport à tous ceux qui arrivent et qui sont considérés comme des perturbateurs de la consistance de l'ordre établi. Mais au contraire, je veux dire, il faut que cette perturbation soit accueillie et il faut que nous en fassions quelque chose. La question de l'hospitalité est fondamentale. Je viens d'entendre à la radio quelqu'un du Front National faire l'éloge des mesures prises par Orban face à l'émigration, parquer les gens dans des containers derrière des fils de fer barbelés, d'où ils ne pourront plus sortir. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un du Front National dire « voilà ce que nous devons faire ». Et là, tout d'un coup, je me suis dit « mais c'est d'une violence inouïe, c'est très bien que ce type ait dit ça, parce que ça nous fait une piqûre de rappel sur ce qui se joue en ce moment pour nous dans les semaines qui viennent. » Ce qui se joue dans votre livre Confiscation, Marie-Josée Monzin, c'est regarder, c'est déjà accueillir, et en définitive, se déploie déjà dans le dire tout l'agir. Et donc s'annihile, lorsque les mots sont confisqués, cette action. Je vous conseille donc de vous reporter à ce, non pas un bréviaire, mais un véritable viatique. Merci beaucoup. Merci Antoine.